C'est un document officiel dont la portée dépasse des lois le cadre administratif habituel. Le lundi 26 janvier 2026, le général de division aérienne Emmanuel Amogo, qui occupe les fonctions de chef d'état-major particulier auprès du président de la République, Paul Biya, position qui en fait l'une des personnalités militaires les plus influentes du pays. Immédiatement après, le chef des armées lui-même adresse une correspondance officielle au ministre des Transports, M. Jean-Ernest Ngalet Bibé. L'objet formellement indiqué dans ce télégramme confidentiel mentionne mise en œuvre du 100% scanning au port autonome de Douala. À première lecture, cette formulation pourrait sembler purement technocratique. Pourtant, des sources militaires haut placées dans les rouages de la défense nationale ont éclairé ce qui se dissimule véritablement derrière ces mots mesurés. Selon ces mêmes sources, cette intervention directe du chef d'état-major particulier constitue un arbitrage présidentiel d'une exceptionnelle gravité. Elle intervient dans le cadre d'une confrontation ouverte entre deux courants d'influence au sommet même de l'État camerounais, portant sur un enjeu stratégique fondamental, la sécurité nationale à travers le contrôle des flux portuaires. Lorsque l'officier supérieur chargé de la sécurité immédiate du chef de l'État sort de sa réserve traditionnelle pour délivrer des instructions formelles à un membre du gouvernement, nous ne sommes plus en présence d'une simple question technique liée à l'administration portuaire. Nous entrons dans le domaine régalien par excellence, la défense et la protection des intérêts vitaux de la nation. À ce stade de notre analyse, il convient d'opérer un resserrement méthodologique rigoureux. Les éléments que nous allons évoquer sont rapportés par des sources se présentant comme proches de cercles impliqués dans les questions de sécurité et de renseignement militaire. Par nature, ces informations revêtent une gravité exceptionnelle et appellent la plus grande réserve quant à leur interprétation. Elles ne constituent ni des faits judiciairement établis, ni des accusations confirmées par une autorité compétente, mais des signalements concordants qui circulent dans certains milieux institutionnels depuis plusieurs années déjà. Selon ces sources, des incidents jugés préoccupants auraient été relevés à partir de l'année 2021 dans le cadre des opérations de contrôle des marchandises au port autonome de Douala. Dans ce contexte, la multinationale suisse Société Générale de Surveillance, la SGS, en sa qualité d'opérateur chargé du scanning et du contrôle non intrusif des conteneurs, ferait l'objet des soupçons persistants émanant de certains acteurs sécuritaires. Ces soupçons portent, selon les mêmes sources, sur la possible facilitation, directe ou indirecte, de l'entrée sur le territoire camerounais des conteneurs contenant du matériel agraire, militaire ou assimilé, matériel qui n'aurait pas fait l'objet, au moment des faits allégués, d'une commande officiellement recensée, ni d'une validation connue du haut commandement militaire camerounais. Il est important d'insister sur ce point avec une extrême précision. Les informations rapportées évoquent des équipements dont l'importation n'aurait pas été portée à la connaissance préalable des autorités
militaire compétente, en particulier l'état-major général des armées, toujours selon ses sources, ces conteneurs auraient néanmoins franchi les dispositifs de contrôle portuaire existants dans un environnement où la SGS assurait la supervision technique du processus du scanning. À ce jour, et en l'absence de communication officielle exhaustive sur le sujet, il ressort des informations accessibles qu'un seul de ces conteneurs aurait fait l'objet d'une interception formelle par les services compétents. En revanche, concernant les autres cargaisons évoquées, aucune donnée publique ne permet d'établir de manière certaine leur destination finale, leur contenu exact ni l'identité des éventuels bénéficiaires. Ces zones d'ombre prennent une dimension particulièrement sensible lorsqu'on les replace dans le contexte sécuritaire global du Cameroun. Le pays fait face simultanément à plusieurs fronts. La menace terroriste persistante à l'extrême nord, avec Boko Haram, l'instabilité sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise anglophone, ainsi que la porosité de certaines frontières exposées aux trafics transnationaux. Dans un tel environnement, la simple hypothèse de matériel militaire circulant en dehors de tout cadre étatique clairement identifié représente, aux yeux de nombreux experts en sécurité, un risque stratégique majeur pour la stabilité nationale. C'est précisément pour cette raison que plusieurs interrogations demeurent à ce jour sans réponse officielle et continue d'alimenter le débat au sommet de l'État et dans l'opinion spécialisée. Quelle autorité administrative ou technique aurait, le cas échéant, validé ces opérations d'importation? À quel acteur, étatique ou non, ces équipements auraient-ils été destinés? Et surtout, comment un dispositif de contrôle présenté comme central dans la sécurisation des flux portuaires a-t-il pu, selon ces signalements, laisser passer à plusieurs reprises des cargaisons aussi sensibles sans déclencher d'alerte formelle connue? Ces questions, tant qu'elles ne font pas l'objet d'éclaircissements institutionnels ou judiciaires, demeurent au cœur du malaise sécuritaire qui entoure aujourd'hui le dossier du scanning du port autonome de Douala. Pour mesurer pleinement l'ampleur historique de la défiance persistante envers la Société Générale de Surveillance, il est indispensable de remonter aux origines de cette relation stratégique entre l'État camerounais et la multinationale suisse. La SGS s'implante officiellement au Cameroun dès l'année 1987 avec la création de sa filiale locale SGS Cameroun SA. À partir de 1988, elle devient progressivement un partenaire central du gouvernement camerounais dans le dispositif de contrôle des importations sous la tutelle directe du ministère des Finances. 21 ans plus tard, en 2008, lorsque Lazare Essimi Meigne exerce les fonctions de ministre des Finances, poste qu'il occupera de 2007 à 2011. Il hérite donc d'un partenariat SGS solidement enraciné dans les rouages financiers et douaniers de l'État depuis plus de 2 décennies. C'est dans ce contexte qu'il décide de diligenter un audit complet et indépendant des activités financières de la SGS au Cameroun,
une initiative alors présentée par ses soutiens comme une démarche de transparence et de bonne gouvernance. Cet audit est confié au cabinet Challenger Corporation, dirigé par François Tchakoué. Selon les conclusions de ce rapport, telles que rapportées par plusieurs sources médiatiques et documents d'analyse ultérieure, de graves irrégularités financières auraient été mises en évidence, portant sur un montant cumulé évalué à environ 46 milliards de francs CFA, correspondant à des manques à gagner et des anomalies de gestion susceptibles d'avoir causé un préjudice significatif aux finances publiques camerounaises sur plusieurs années d'activité. Sur la base de ces conclusions d'audit, de nombreux observateurs estimaient alors que la réaction institutionnelle logique aurait été la remise en cause du partenariat liant l'État camerounais à la multinationale suisse, voire l'ouverture des poursuites ciblant directement l'entreprise concernée. Or, le processus judiciaire qui s'enclenche par la suite prend une trajectoire pour le moins déroutante. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le cadre de l'opération Épervier, cette vaste campagne judiciaire de lutte contre la corruption, Lazare Simi Meigner est poursuivi, jugé et condamné en 2019 par le tribunal criminel spécial de Yaoundé à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. La motivation principale retenue par la juridiction porte notamment sur le décaissement d'une somme de 2,5 milliards de francs CFA versés au cabinet Challenger Corporation pour la réalisation de l'audit, somme jugée irrégulièrement engagée par le tribunal. Pendant toute la durée de cette procédure, la Société Générale de Surveillance, pourtant directement concernée par les conclusions de l'audit, n'est fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Au cours du procès, plusieurs observateurs et analystes judiciaires relèvent que les responsables de la SGS ne sont pas appelés à comparaître pour s'expliquer sur les faits relevés par le rapport d'audit. Cette absence d'audition suscite de vives interrogations dans l'opinion et alimente de nombreux commentaires dans la presse et parmi les spécialistes du droit. Certains allant jusqu'à évoquer une protection institutionnelle implicite de l'entreprise. L'énigme financière de cette affaire continue d'alimenter les débats. Selon plusieurs sources médiatiques et analystes spécialisés, la LGS aurait proposé au Trésor public camerounais un règlement transactionnel évalué à environ 4 milliards de francs CFA au lieu de 46 milliards de francs CFA, montant présenté comme un compromis financier destiné à clore le différend. L'État camerounais aurait accepté cette issue sans qu'aucune décision judiciaire publique n'établisse formellement la responsabilité pénale de la multinationale suisse dans cette affaire. Dans les analyses post-extérieures au jugement de 2019, certains commentateurs juridiques et observateurs politiques estiment que le traitement différencié réservé à l'ancien ministre des Finances et à la SGS traduit l'existence d'une protection politique de haut niveau dont aurait bénéficié l'entreprise. Cette lecture, largement relayée dans le débat public, contribue à ancrer durablement l'idée d'une, je cite, couverture au sommet de l'État, expression utilisée par plusieurs analystes pour qualifier ce déséquilibre judiciaire sans qu'elle ne figure formellement comme tel
dans le dispositif du jugement. Quant à Lazare et Simi Meunier, il cumule aujourd'hui plusieurs condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité dans différentes affaires liées à la gestion des finances publiques. Ancien grand argentier de l'État, il vit en exil aux États-Unis depuis 2015.